là ce soir, puisque nous avons deux invités de marque. Monsieur Perrottino de l'Université Charles et Jacques Roupny, que vous connaissez probablement, directeur des recherches de Sciences Po. Et ce soir, nous allons traiter les systèmes politiques en République tchèque, mais aussi en France, et peut-être qu'on va tout cadrer dans un contexte de la politique internationale aussi, puisque nous sommes en plein dedans avec toutes les crises que nous vivons, surtout cette crise politique qui se trouve actuellement en Ukraine. Donc, comme d'habitude, d'abord, ces messieurs-là parlent, et vous êtes priés de réfléchir à des questions que vous aurez posées après. Merci beaucoup. La parole, M. Perrottino. Merci pour m'avoir invité. Merci aussi pour cette opportunité de pouvoir débattre avec la technique. Je vais essayer de présenter quelques idées, quelques thèmes qui sont, à mon avis, d'actualité en République tchèque à l'heure actuelle. Et je vais partir d'un constat qui, d'une certaine manière, pourrait être justement cette forme de rapprochement entre ce qu'on a connu en France, entre 58 et 62, disons, et ce qu'on a expérimenté, ou ce qu'on est en train d'expérimenter en République tchèque depuis l'année dernière. Je pense donc en l'occurrence à l'élection directe du président de la République, qui est supposée pouvoir amener un changement de régime de manière plus ou moins radicale. La perspective de l'élection directe du chef de l'État en République tchèque, auparavant en Tchécoslovaquie, on la voit apparaître vers la fin de l'année 1989 et elle va plus ou moins réapparaître comme un serpent de mer jusqu'à la décision de modifier la Constitution et donc d'adopter l'élection directe du président. Toute une série notamment politologues, de juristes, de spécialistes du droit constitutionnel sont venus notamment en Prague pour présenter cette idée, pour notamment présenter l'idée d'après laquelle l'élection directe du chef de l'État serait une sorte de panacée aux problèmes que connaît la Tchécoslovaquie ou la République tchèque, problèmes liés à la transition économique, transition politique, transition sociale, et panacée surtout aux problèmes que l'on connaît en République tchèque, même si je ne suis pas sûr que ce soit un problème si important qu'on a l'air de le penser, à savoir l'instabilité, notamment l'instabilité politique, et plus précisément l'instabilité ministérielle. Je pense notamment par exemple à Maurice Duverger, qui est venu à plusieurs reprises à Prague au début des années 90. Il est revenu par exemple en 1999, où il a reçu son doctorat honoris causa de l'Université Charles, c'est la faculté des sciences sociales qui lui a décerné. Et à l'époque, il a encore une fois, plusieurs fois, répété que la seule solution pour les Tchèques, la seule solution pour dépasser ces problèmes, ces querelles, pour obtenir une stabilité, c'est d'adopter cette élection directe du chef de l'État. L'élection directe du chef de l'État, depuis le début des années 90, c'est une idée qui est partagée par de nombreux acteurs. Donc elle réapparaît à plusieurs reprises, elle est portée par différentes personnalités. Et on s'est retrouvé au début des années 2010 dans une configuration dans laquelle la majorité des partis politiques et la totalité en fait des partis politiques présents à la Chambre des députés se sont mis d'accord sur le principe de la modification de la Constitution et donc du passage d'une élection parlementaire à une élection directe. Pour des raisons diverses, chacun pensant évidemment que son candidat éventuel allait remporter les élections, on trouve, entre parenthèses, toujours la même idée qu'on a pu voir notamment chez Václav Havel, ou dans les milieux qui tournaient autour de Václav Havel. J'ai eu notamment des discussions par exemple avec certains de ses collaborateurs qui pensaient tous que l'élection directe du chef de l'État, c'est la certitude d'obtenir le meilleur, pas un président, mais le meilleur des candidats possibles. Sous-entendu, Václav Havel ou
quelqu'un d'un format plus ou moins identique. La perspective a été discutée aussi à l'université, notamment avec des étudiants, et à chaque fois je me trouvais confronté à cette situation un petit peu difficile, où en tant que spécialiste du système français, j'essaie d'expliquer que c'est pas forcément, l'élection directe n'est pas forcément la solution ou la bonne solution à suivre. Ça peut marcher en France, avec des questions sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir plus tard, mais que ce n'est pas forcément la panacée pour la République tchèque, en disant notamment, vous allez avoir automatiquement, c'était au début des années 2000, vous allez avoir automatiquement au deuxième tour Václav Klaus contre Miloš Zeman. Faites votre choix. C'est quoi le meilleur? L'un est porté par le principal parti de droite, l'ODS, l'autre est porté par le principal parti de gauche, le TSSD. Assez logiquement, s'ils se présentent tous les deux, ce seront tous les deux qui vont se départager au deuxième tour. Pour vous, c'est quoi la bonne solution? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et la réflexion des étudiants, c'est mais non, on n'aura ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est un premier point. Donc on a finalement décidé de modifier la Constitution. Je passe sur les détails de quel type d'élection directe du chef de l'État, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. On peut avoir une élection à un tour, on peut avoir une élection en plusieurs tours, ou une élection en 2 tours avec ce qu'on a appelé le modèle français, c'est-à-dire pour passer au deuxième tour, il faut obtenir un certain nombre de voix, ce qui permettrait éventuellement d'obtenir une élection présidentielle triangulaire, ce qui est une absurdité, politologiquement, parce que vous obtenez à ce moment-là un modèle dans lequel vous avez 3 candidats au deuxième tour, et ce sera le meilleur, entre guillemets, des 3 qui va l'emporter. Et vous n'aurez pas la certitude que ce meilleur des 3 a au moins 50% de l'électorat. Ça peut très bien être 30, 35, 40%. Est-ce que ce type de président sera légitime, par exemple? C'est une question qui n'a pas été posée. Finalement, c'est le modèle sénatorial qui a été réutilisé. Donc on a une élection directe qui se déroule de manière classique, notamment lorsqu'on prend le cas français, avec un premier tour, et ce sont les 2 meilleurs qui passent au deuxième tour. Je passe sur ce qui s'est produit directement pendant ces élections, pendant cette campagne électorale puis ces élections. On pourrait éventuellement revenir sur la question, si vous le souhaitez, lors du débat. Je voudrais juste revenir sur la question que je posais au début, c'est-à-dire, est-ce qu'on passe, avec l'élection directe du chef de l'État, est-ce qu'on passe à un autre modèle de régime? C'est-à-dire, est-ce qu'on passe d'un régime parlementaire, qui était le modèle d'origine, appliqué en République tchèque, à un régime semi-présidentiel. Un régime semi-présidentiel, je rappelle juste que la formule a été reprise, c'est pas lui qui l'a inventé, mais elle a été reprise par Maurice Duverger, qui a expliqué que pour qu'on ait un régime semi-présidentiel, il fallait que le président soit élu au suffrage universel direct, c'est le cas. Il fallait que le gouvernement soit responsable devant le Parlement, devant la Chambre basse, c'est le cas en République tchèque. Et troisième point, il fallait que le président dispose de prérogatives propres, de pouvoirs propres. La question c'est à partir de quel niveau on passe d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel. Est-ce qu'il y a une quantification possible des pouvoirs propres qui font qu'à un moment donné ça passe de l'un à l'autre? Pour l'instant on n'a toujours pas résolu la question. Il semble plutôt, néanmoins, qu'on soit resté dans une configuration parlementaire. Configuration parlementaire, mais on est dans un système politique qui fait notamment beaucoup référence au premier président de la Tchécoslovaquie. Je crois que Jacques a notamment évoqué l'idée pour la première République tchécoslovaque, l'idée d'une sorte de régime semi-présidentiel de fait. Parce qu'effectivement, le premier président de la Tchécoslovaquie avait un poids largement supérieur à ce qui était écrit dans la Constitution qui elle-même avait été calquée plus ou moins bien sur la Constitution de la Troisième République française. Avec le cas Zeman, on a quoi? On a une situation paradoxale dans laquelle on a tout en fait pour aller vers le régime semi-présidentiel.
Et l'idée c'est, on aura le meilleur, donc si on aura le meilleur, on va pouvoir effectivement partir sur un président beaucoup plus fort. Pas forcément constitutionnellement, mais politiquement. Avec Zeman, le paradoxe, et je vais m'en arrêter là, le paradoxe, c'est que grâce, entre guillemets, à Zeman, grâce au fait que c'est Miloš Zeman qui a remporté les élections présidentielles, eh bien, on va avoir la majorité, sinon la totalité des acteurs politiques, des institutions, qui vont se positionner contre le président de la République. À chaque fois que le président de la République fait quelque chose, peu importe quoi, il est automatiquement critiqué. C'est légitime ou pas, c'est pas la question. C'est un fait. Donc, la position de Zeman, de ce fait, elle est largement battue en brèche. Et donc, on reste pour l'instant encore dans un système qui reste parlementaire. Dernière note de votre page. On est dans un monde qui va de plus en plus vite, dans un monde qui a de moins en moins de mémoire, et il est possible que le futur président de la République, selon la personnalité, selon les soutiens qu'il aura, que le futur président de la République pourra faire ce passage à l'élection, au système semi-présidentiel. Mais à l'heure actuelle, à cause ou grâce à la personnalité de Zeman, cette solution en fait est de fait impossible. Merci pour l'invitation, merci aussi de cette opportunité de dialoguer sur le modèle politique tchèque dans le miroir disons, de l'expérience française. C'est vrai que le passage en République tchèque à une élection au suffrage universel direct invitait à cette comparaison, voilà, à ce qu'il y ait une présidentialisation du système. Quelques observations sur le contexte dans lequel cela a eu lieu. Premièrement, la dernière élection présidentielle, celle de Václav Klaus, a eu lieu dans des conditions que je ne vais pas évoquer ici en détail, mais ceux qui l'ont suivi de près, c'était quelque chose d'assez ahurissant. Assez ahurissant, où les tractations se menaient dans les couloirs, même dans les endroits qu'on ose à peine nommer de l'Assemblée nationale, où des valises sont remises, photographiées, parce qu'aujourd'hui tout est photographié dans les hôtels, la veille au soir, avant minuit, etc., à des intermédiaires plus ou moins louches. Bref, l'élection a été entachée de tractation, de pression, de quelque chose de tellement sordide que ça a en quelque sorte dévalué cette élection présidentielle qui était compliquée parce que bien entendu si vous faites une élection par le Parlement, plusieurs tours, bon, on se doute bien que c'est compliqué, qu'il y a des... mais le public ne voyait pas ça de près. À la dernière fois, on l'a vu. Et autant la première élection de Klaus posait le problème d'un président de droite élu avec les voix du Parti communiste. Ça posait une question politique. Quelle est la logique dans tout ça? Mais on pouvait dire, ça c'est l'affaire des parlementaires, chacun vote en son âme et conscience. Ça posait plutôt des questions politiques. La dernière élection, la seconde élection, a été entachée de telles pratiques que le passage à une élection au suffrage universel direct était évoqué dans les médias, les principaux hebdomadaires se chargeaient de ça. Et on s'est dit, mais voilà, si c'est une élection au suffrage universel direct, là au moins les choses sont simples, c'est public, les candidats sont là, ils ont tous les mêmes droits pour s'exprimer à la télévision et que le meilleur l'emporte. Voilà, c'est une élection au moins sur la procédure qui sera claire, nette, sans bavure. Ça, c'était le contexte, si vous voulez.
deuxième élément du contexte, tout ça a été esquissé à un moment où le système des partis, le système partisan, semblait plus ou moins en place. On a, depuis une vingtaine d'années, en République tchèque, deux grands pôles, deux grands partis, le parti ODS à droite, le parti social-démocrate à gauche, et des petites formations qui servent d'appoint dans des coalitions qui, dans le système parlementaire tchèque, comme vous le savez, le Parlement élu à la proportionnelle est indispensable. Aucun des partis ne peut espérer l'emporter seul. Mais il y avait donc une structure bipolaire assez simple. Et moi, je dis toujours, on peut les aimer ou ne pas les aimer, mais un système politique repose, un système de démocratie parlementaire repose sur des partis. On peut avoir beaucoup de réserves sur la façon dont ces partis fonctionnent, ou sur la qualité des gens qui sont à la tête de ces partis, mais fondamentalement, voilà, la démocratie parlementaire repose sur les partis. Et la République tchèque avait, à la différence d'autres pays d'Europe centrale, un système de partis stable, équilibré. Les deux pôles, c'était lisible, droite et gauche, avec des coalitions qui pouvaient être de centre-droit, de centre-gauche. Bon. Et il y avait bien entendu ce cas particulier qui est celui du Parti communiste, que vous et moi connaissons bien, parce qu'on les a beaucoup étudiés, moi plutôt pour l'histoire, vous plutôt pour la période plus récente. Mais Parti communiste qui, lui, est resté, j'allais dire, tel qu'en lui-même. Il est resté, il a gardé son nom, il a pignon sur rue, et il n'a fait aucun examen fondamental de remise en cause de sa politique d'avant 89. Bref, un parti qui est difficile à intégrer dans une coalition. Cela pourra changer d'ailleurs à l'avenir, mais jusqu'à maintenant c'était ça. Donc on avait un parti qui avait 12, 14 selon les moments, mais qui avait quand même un poids non négligeable, mais qui était un poids mort, si vous voulez, qui n'était pas utilisable dans les coalitions. Donc, des possibilités de coalition restreintes, mais il y avait quand même ces deux pôles. Donc, l'élection présidentielle était liée au discrédit de l'élection précédente, les intrigues au couloir de l'élection précédente, et un système de partis stable. Or, qu'est-ce qu'on découvre avec l'élection, la première élection au suffrage universel direct en République tchèque, c'est que le nouveau président, par définition, il fallait s'y attendre, a une légitimité beaucoup plus forte par son élection directe. Et il veut d'ailleurs tout de suite afficher, il a affiché la couleur très tôt, en disant, mais moi j'interprète la Constitution dans un sens, n'est-ce pas, qui donne des pouvoirs plus importants au président. Donc il a tout de suite cherché à transformer l'essai au lendemain de son élection. Et donc vous avez ce qui n'avait pas été prévu par ceux qui pensaient que simplement c'était la même élection, mais en la rendant plus transparente. Non. Si vous avez une élection de suffrage universel direct, même si vous n'avez pas encore touché à la Constitution, vous avez introduit un élément nouveau qui est une très forte légitimité du principal acteur politique, du principal personnage de l'État. Donc là, vous avez introduit, je vais dire une bombe, c'est peut-être excessif comme terme, enfin, vous avez introduit un élément très déstabilisant dans un système constitutionnel qui est un système parlementaire. Et donc, déstabilisant, vous vous posez tout de suite la question, comment le système politique va s'en accommoder. Et c'est là où vous ne pouvez plus vous fier à l'idée rassurante que vous avez le système stable avec les deux grands partis. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le système partisan est en décomposition. Donc, pour aller vite, les deux grands partis, enfin, les partis en général vont mal, mais les deux grands partis, les deux piliers, vont particulièrement mal. Le parti ODS
vous abrège les détails, mais vous savez quand même les conditions dans lesquelles le précédent gouvernement a été amené à démissionner. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, je mentionne en passant quand même un raid de 400 policiers cagoulés contre les éléments de la pègre économique, les barons de ce milieu économique un peu louche, ou même très louche par certains côtés, et razzia, raid qui se termine dans les bureaux du Premier ministre. C'est quelque chose d'assez spectaculaire, la chute d'un gouvernement déclenchée par un raid anti-mafieux qui se termine dans les bureaux du Premier ministre, et où le personnage clé, la chef du cabinet du Premier ministre, est impliqué, etc. Bon, de nouveau, je vous épargne les détails, mais vous avez là un des éléments d'explication, ce n'est pas le seul, mais un des éléments d'explication de l'effondrement, de la décomposition. La question de la corruption a véritablement miné l'assise, la légitimité, la crédibilité du parti au pouvoir. Et c'est une affaire qui est aujourd'hui aux mains de la justice, et donc on laisse ça pour l'instant de côté. Mais donc, vous vous retrouvez avec le parti ODS qui dominait la scène politique des années 90, qui dominait la scène à droite dans la décennie suivante, qui se retrouve à 7%. Vous avez donc une situation où le candidat de l'ODS à l'élection présidentielle a fait 2%, si je me souviens, 2,3 peut-être. On ne va pas chipoter à 2,3%. C'est humiliant. Le grand parti, le candidat qui a 2%. C'est monsieur 2%. C'est accablant. Donc, vous avez là la décomposition du principal parti à droite. Vous avez parallèlement le Parti social-démocrate, on va dire, mais les vases communicants, ça va profiter énormément au Parti social-démocrate. Non, ils ont fait un score modeste, toute proportion gardée, ils ont fait 20%, et c'est là où les choses se compliquent, le parti qui est un faux vainqueur, avec les 20%, n'est-ce pas? Tout le monde pensait qu'ils allaient avoir au moins 10 de plus, à peine 6 mois avant les élections, c'est ce que disaient les sondages, mais le parti est divisé, et au lendemain même de l'élection, il y a une tentative de putsch au sein du parti, putsch provoqué par qui? Par le président, qui lui-même est l'ancien chef du parti. Bon, voilà. Vous avez peut-être du mal à suivre. Miloš Zeman, ancien chef du Parti social-démocrate, provoque, devenu président de la République, contre le candidat d'ailleurs de son propre parti, qui était Ginsburg, et qui, au lendemain de l'élection législative, trouve un parti social-démocrate affaibli et pense que c'est le bon moment pour provoquer la cassure et d'imposer en gros des partisans loyaux au président à la tête de ce parti. La tentative a eu lieu, elle n'a pas réussi. Ouf, le parti est sauf, mais évidemment tout le monde a vu dès le lendemain de l'élection que le principal parti donc, qui allait devoir constituer le gouvernement est un parti profondément divisé, et qu'il est divisé par qui? Par le président de la République en particulier. Donc là, vous avez une situation très particulière. Troisième élément du contexte qui mérite d'être mentionné, c'est que les deux grands partis sont en décomposition, et le terrain est occupé par quoi? Par qui? Eh bien, par de nouveaux acteurs. Et on a vu ça déjà, ce n'est pas seulement lié à l'élection qui vient d'avoir lieu, on l'a déjà observé lors de l'élection précédente, c'est-à-dire que vous avez des partis ou des mouvements qui se créent
à la veille d'une élection, même pas un an, 8 mois, quelquefois 6 mois avant les élections, se crée un parti. Alors, à l'élection précédente, c'était le parti TOP, que le prince Schwarzenberg, avec Karl-Hussein, transfuge de la démocratie chrétienne, avait créé. Hein, TOP, tradition, responsabilité, prospérité. Qui est contre? Enfin, il faudrait encore dire quelle tradition. Enfin là, c'est déjà un autre débat. Quand on invoque la tradition, laquelle? On est dans un pays où les traditions sont multiples. Je pense que ce n'est pas la tradition d'avant 89, le régime communiste, certainement pas. Bon, tradition d'avant les neiges, non, certainement pas. Première république, enfin bref, laquelle? Mais enfin, peu importe, vous avez un parti qui est créé, une coalition, quelques mois des élections. Vous avez un parti qui est créé même encore dans un délai encore plus court. Le parti de Vít Bárta, les affaires publiques, où vous avez donc un entrepreneur qui entre en politique et qui crée un mouvement essentiellement présenté au public par quelques jeunes femmes intelligentes, bien de leur personne, et qui font la campagne dans les médias. C'est un phénomène nouveau, le message n'est pas clair, on ne sait pas où les placer politiquement, il y a un léger thème anticorruption qui se profile, mais voilà, c'est une alternance d'un type très particulier. En quoi est-ce préoccupant? Parce que c'est l'entrepreneur qui rentre en politique. On parle en sciences politiques d'entrepreneur politique. Mais là, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une entreprise qui devient entrepreneur politique. Entrepreneur d'un genre particulier. Parce qu'il faut quand même dire, Vít Bárta, c'est quelqu'un qui a créé une entreprise dans le domaine de la sécurité. Il l'a créé au printemps 90. Vous connaissez beaucoup de gens, printemps 90, l'avènement de la démocratie, retour en Europe, Havel, tout ce que vous voulez, le moment du forum civique, tout le monde, peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et dans ce moment-là, privilégié, unitaire, symbolique, la vérité et l'amour triomphant de la haine et du mensonge, eh bien, à ce moment-là, quelqu'un crée une entreprise de sécurité. Il faut déjà y penser. Avec qui? Ça vous doutez, avec les gens qui avaient des compétences dans ce domaine. Bon, et évidemment, il fait fortune, parce que dans les années 90, on privatise en masse, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de sécuriser leurs biens. Il fait fortune. La fortune, il investit, entre autres, après dans la politique. Bon, j'abrège l'exposé, mais ce qui est particulier, ce qui touche notre sujet, le nouvel acteur politique obtient suffisamment de voix pour être au Parlement, il obtient suffisamment de voix pour se rendre indispensable à la constitution d'une coalition, et devinez ce qui se passe. Il demande dans les négociations de coalition rien de moins que le ministère de l'Intérieur. Puisqu'il a une entreprise de sécurité, pourquoi pas demander l'Intérieur? À ce moment-là, on pense que tout le monde va éclater de rire, n'est-ce pas? Et écoutez, non seulement il le demande, il l'obtient. On dit, oh là là, c'est terrible, pensez pas qu'il y a un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts? Pas du tout, j'ai vendu l'entreprise. À qui? À mon frère. Quand? Hier. Bon, c'est absolument ahurissant, les choses, il faut le voir pour le croire, et ça c'était, disons, une première mouture de l'entrepreneur politique, qui devient un personnage clé dans une coalition. Nous avons cette fois-ci, donc celui-là est usé, discrédité, je vous épargne les détails sur ces frasques jusqu'au Parlement, où on a appris tous les détails du fonctionnement de son parti, y compris la remise d'enveloppes aux députés de son parti, pour qu'ils votent dans le sens indiqué par le chef. Bon, mais là, nous avons un nouvel entrepreneur politique qui se présente, là aussi, quelques mois avant les élections. Il crée M. Babiš, qui est un des hommes deuxième plus riches dans le pays.
agroalimentaire, et qui dit, qui fait un parti qui s'appelle ANO, oui, mais il ne dit pas oui à quoi. Et c'est pas très important, parce que, d'abord, c'est oui à sa personne, ce qui est le plus important, et oui à la lutte contre la corruption, contre les incapables qui gouvernent le pays, l'élite politique. Les politiciens, les députés,